Hugues Lemaire est resté avec nous, mais je vous le disais, c'est donc l'heure du débrief de l'actu tech. Je représente mes invités. Philippe Legrand, président d'Infranum, nous accompagne aujourd'hui pour la décrypter, cette actualité. Merci d'être avec nous. Christophe Holnet est également avec nous, senior advisor chez Apax Partners. Merci à tous les deux. Plusieurs sujets ont retenu notre attention. D'abord, et vous n'avez pas pu passer à côté, je le disais, plus un jour ou presque ne passe sans une annonce de suppression d'emplois dans une entreprise de la tech américaine. Après Twitter, c'est Meta qui serait sur le point de licencier plusieurs milliers de ses salariés. Pour rappel, le réseau social Twitter, lui, avait confirmé la suppression de la moitié de ses 7500 emplois. Philippe Legrand, on dénonçait, il faut le dire, ces derniers jours, une décision hâtive, irrationnelle de la part du nouveau patron de Twitter, Elon Musk. Avec l'annonce de Meta, est-ce que le prisme change un peu ? Alors, je pense qu'il faut bien analyser les choses et pas généraliser ce qui est en train de se passer. On n'est pas en train de connaître de nouveau la bulle Internet des années 2000, ça n'a absolument rien à voir. Et les deux éléments que l'on évoque là connaissent des causes séparées, des causes différentes. Pour ce qui est de Meta, effectivement, il y a eu des décisions stratégiques de Mark Zuckerberg qui le regrettent et qui ont fait que ses bénéfices nets ont été divisés par deux. Bon, c'est quand même une société qui fait 16% de résultats nets, qui a 4,4 milliards de dollars de résultats encore. Je trouve que cette décision est sans doute brutale, sans doute avisée, mais ma première réaction, c'est de me dire, mais qu'est-ce qu'on est bien en France ? Ce genre de situation ne pourrait pas arriver comme ça. Et j'espère que chacun mesure la chance que nous avons d'être dans un pays qui protège ses salariés. Donc ces résultats décevants ne justifient pas, c'est ça, c'est ce que vous dites, ces licenciements massifs aujourd'hui. Si le dirigeant d'entreprise réagit ainsi, c'est qu'il pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour son entreprise. Pour autant, ça reste une entreprise extrêmement profitable, qui dégage plus de 4 milliards de dollars de résultats nets, 16%, c'est extrêmement bien. Il avait la capacité de prendre le risque qu'il a pris. Visiblement, ça n'a pas été un succès et une erreur, il fait machine arrière. C'est une décision brutale et je pense simplement aux 13 000 personnes qui ont reçu leur lettre dans leur boîte aux lettres. Christophe Holnet, sur ces raisons de ces licenciements massifs. Voilà, je crois que ça correspond à une logique très américaine et issue du financement massif, de recrutement massif et évidemment une culture qui accepte beaucoup plus ces licenciements. Alors, je crois qu'effectivement, la situation de Meta et de Twitter est différente. Sur Meta lui-même, je pense qu'il y a une vraie faiblesse de business model, puisqu'ils sont essentiellement financés par la publicité. Ils n'ont pas une relation directe avec le client de souscription, donc ils sont un petit peu coincés, parce qu'ils dépendent aussi des autres plateformes, iOS, Android. Il faut voir que, par exemple, la décision d'Apple de demander aux utilisateurs s'ils acceptent d'être suivis dans les applications, et notamment ça s'est appliqué à Facebook, fait que la plupart des gens ont répondu par la négative, et la capacité pour les outils Facebook de cibler les utilisateurs, elle a été beaucoup altérée. Et donc finalement, les publicitaires, les annonceurs se sont détournés en partie de Facebook. On estime que cette décision de l'app tracking, mais aussi la suppression des cookies dans Android, a fait perdre près de 12 milliards de dollars de chiffre d'affaires, qui correspond à de la marge pour Facebook. Donc voilà, ça c'est une première chose. Deuxième chose, c'est qu'ils ont des utilisateurs en baisse, et donc il y a une sanction évidemment boursière, ils ont perdu 70% de leur cours de bourse. Les ados font leurs premières expériences de réseau social sur TikTok maintenant, les gens migrent, donc voilà. Et au même moment, Zuckerberg annonce qu'il investit 10 milliards, près d'1 milliard de dollars par mois sur le métaverse qui apparaît encore un petit peu incertain dans son arrivée, sa monétisation. La sanction ne s'est pas fait attendre et voilà, il est obligé de répondre. Mais je pense que pour Facebook, qui est encore profitable, comme vous le soulignez, c'est plus un message envoyé au marché pour dire voilà, voilà, et c'est comme ça que ça se passe aux États-Unis. Sur Twitter, c'est évidemment différent. Puisque là, il s'agit plus d'une société qui est structurellement déficitaire, dont un actionnaire a pris, a racheté pour 44 milliards de dollars en l'endettant de 12 milliards. Donc il faut qu'elle génère du cash pour pouvoir rembourser la dette. Et là, voilà, il y a un choix, et on peut en discuter éventuellement des choix qu'a fait Elon Musk par rapport à ça. Philippe Legrand, justement, sur ces peut-être mauvaises décisions, à un moment qu'il s'agisse de Twitter ou de Meta, l'investissement dans le métavers, c'est vrai que cette question aussi, elle est intéressante. C'est des milliards et des milliards de dollars qui sont dépensés tous les mois. Sur un marché prometteur. Après, c'est effectivement le pari d'un patron. Je crois que l'analyse était très bonne aussi sur la contextualisation par rapport à la baisse de profitabilité intrinsèque de Facebook, qui reste malheureusement
malgré tout une belle entreprise. Pour Twitter, c'est un peu plus cocasse. C'est-à-dire que déjà la rumeur, c'était de savoir si est-ce que Elon Musk voulait vraiment de Twitter. Ça a été cette première. Et après, on a l'impression d'un dirigeant d'entreprise, à l'inverse de Zuckerberg, qui a plus une vision, d'un dirigeant d'entreprise qui se dit mais je vais en faire quoi de ce truc ? Je fais comment pour monétiser ? Alors, on va inventer le compte certifié à $8. Alors, c'était pas de $8, c'était $24, je crois, au début. Maintenant, c'est passé à $8 par échange Twitter, d'ailleurs. C'est très cocasse. Et cette personne, ça serait cocasse si ça ne mettait pas en jeu aussi tous les salariés qui ont été licenciés. Et d'ailleurs, le clin d'œil de Jean-Noël Barrot, notre ministre des Télécoms, était très bon en disant à tous ces salariés qui ont été licenciés, mais venez en France, on a besoin de vous, on a besoin de talent, on en a beaucoup et vous vous épanouirez chez nous. Alors, sur Elon Musk, il y a aussi cette grave attitude qui est la sienne, qui consiste à dire on va arrêter la modération. Twitter, c'est quand même le lieu de déversement de toutes les haines qui pourraient se retrouver amplifiées si en plus le peu de modération qui existe pouvait être supprimé. Moi je trouve que c'est totalement irresponsable et je condamne complètement l'attitude de ce dirigeant, pour moi inconséquent en la matière. Vous savez quoi Philippe Legrand, on va continuer à en parler justement de ce modèle Twitter, c'est notre deuxième actu du jour. S'il y en a bien un qui tente justement de surfer sur les débords du groupe, c'est Mastodon, un réseau social créé en 2016 et qui a enregistré ces derniers jours donc un afflux d'utilisateurs qui souhaitent quitter Twitter depuis qu'Elon Musk en a pris le contrôle. Je vous redonne la parole, comme ça vous continuez un peu sur votre propos. Voilà, il y a le renvoi de milliers de salariés, il y a cette annonce de dire qu'on va rendre le réseau social payant. Voilà, qu'est-ce qui fait selon vous qu'aujourd'hui il y ait des centaines et des centaines d'utilisateurs qui se disent bon moi je m'en vais. Le principe. Je pense que les gens qui quittent Twitter aujourd'hui pour Mastodon, c'est par principe. La fin de la modération. Et je vais prendre cette anecdote assez drôle d'ailleurs, où ce tweetos français a fait un ratio sur Elon Musk, où il l'a un peu ridiculisé en disant qu'il avait plus de popularité que lui. Et il réagissait à un tweet d'ailleurs assez... autopromotionnel d'Elon Musk, et c'était assez drôle, et ça illustre bien la désaffection qu'il y a sur le projet Twitter. On ne peut pas faire que du business avec des théories sur des revenus, mais il y a aussi quand même une cote de notoriété qui souffre aujourd'hui, une cote de popularité de Twitter qui est en berne. La raison de la désaffection vers Mastodon, c'est la fin de la modération, c'est le début de la certification payante, et c'est la stratégie que que beaucoup déplorent d'Elon Musk. Christophe Holnett, est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat et est-ce que cette baisse en effet de popularité à l'instant T, elle peut s'inscrire dans le temps selon vous ? Sur Mastodon, je serais plus mesuré parce que si vous voulez, je me souviens de la migration annoncée de WhatsApp vers Signal. On est très nombreux à avoir installé Signal et puis au bout d'un moment, on était un peu tout seul et puis on a continué à recevoir des WhatsApp, donc on est revenu sur WhatsApp. C'est ça le risque, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver seul sur Mastodon finalement. Oui, non mais il faut aussi regarder les ordres de grandeur. C'est de 1 à 1000 entre le nombre d'utilisateurs entre Twitter et Mastodon. Et en fait, je comprends qu'il y ait effectivement... Est-ce que ça va être un épiphénomène, un mouvement massif ? On est sur des ordres de grandeur très importants et qui font que quand vous avez aujourd'hui Twitter, c'est la référence et en termes d'information mondiale pour les médias, les politiques, etc. D'où effectivement le risque énorme qu'il y a si on arrête la modération, d'en faire une agora avec de la haine en ligne et des insultes permanentes. Mais la réalité, c'est que Mastodon n'offre pas forcément plus de garanties, puisque dans la façon... Alors évidemment, c'est un côté un peu utopique d'une agora décentralisée, mais où chaque manager de serveur gère lui-même sa propre modération. Donc on peut tout à fait imaginer un îlot de serveurs tenu par des suprémacistes, un autre par des racialistes, que sais-je, et on peut très bien aussi avoir une fragmentation et autant de haine déversée. Je pourrais ajouter aussi les problématiques de sécurité, parce que Mastodon, l'administrateur peut avoir accès à vos messages. Donc il y a un certain nombre de questions de fond sur le produit. Mais l'autre, pour moi, pour qu'il y ait vraiment un mouvement massif, je pense qu'il faut, heureusement, malheureusement, il faut peut-être d'autres raisons qu'une dégradation d'image. Il faut offrir une expérience client différente. Aujourd'hui, TikTok, on pensait que Facebook était inarrêtable. Il était en croissance exponentielle, 3 milliards d'utilisateurs, et on se dit, et tout d'un coup, ça s'arrête. Parce qu'en fait, une nouvelle offre est arrivée avec une disruption. On est passé du texte à la vidéo et je pense que des copycats peuvent difficilement remplacer
des grandes plateformes qui ont des centaines de millions d'utilisateurs parce qu'il y a une adhérence à la plateforme liée à la masse d'utilisateurs. Par contre, si on vient avec quelque chose de disruptif, on peut effectivement avoir un basculement. Le temps passe, on est obligé de passer à notre troisième sujet du jour. On continue donc de décrypter l'actualité tech. Avec une autre filière pour qui la situation économique est aussi en alerte rouge, la filière très haut débit. Plus de 1500 acteurs de l'aménagement numérique du territoire étaient réunis lors de la grande messe annuelle du secteur débit octobre en Haute-Garonne. Territoire, je l'ai noté, qui aura d'ailleurs pleinement achevé sa couverture fibre d'ici 3 mois. L'occasion d'aborder avec vous les difficultés donc que rencontre le très haut débit. Pour rappel, le plan France très haut débit visait à garantir l'accès au très haut débit pour tous à partir de fin 2022. Ma question, je vais commencer par vous évidemment, Philippe Legrand. Bon, on en est où de cet objectif 2022 ? Un autre objectif 2025 aussi. Voilà, on en est où ? On en est, les objectifs sont dépassés. Oui. Cette aventure est une fierté française, une fierté nationale. On est passé des fins fonds du classement européen au fait de caracoler en tête sur les infrastructures numériques aujourd'hui. On nous envie le French Model, le succès français sur les infrastructures. Donc on a dépassé les objectifs avec 80% des foyers français raccordables à la fibre et la moitié d'entre eux qui ont déjà souscrit une offre. C'était l'objectif fin 2022 et 2025, c'est de tendre vers les 100%. Ce qui est un exploit industriel, un exploit collectif d'ailleurs avec le gouvernement et les collectivités, donc on en est très fiers. Pour autant, il y a un mais. Il y a un mais. Nous sommes à la fois en train de connaître une aventure fantastique et nous sommes confrontés à des difficultés que j'espère non structurelles, qui sont révélées par la crise, par l'inflation, par la crise énergétique qui nous frappe durement, mais aussi par la tension sur le secteur, du fait que nous réalisons des investissements massifs par foyer, par utilisateur, les plus grands investissements qu'il y a en Europe. Et nous sommes adossés à un marché parmi les plus faibles d'Europe, avec des prix à l'utilisateur qui sont très bas. Adossé à cela, nous avons une particularité française, c'est que notre fiscalité est particulièrement lourde, elle est spécifique aux télécoms, elle n'est pas réinjectée dans l'économie des télécoms. Nous avons des acteurs et pourtant des opérateurs qui investissent en Europe. On a sur les 4 opérateurs français, on en a 3 qui sont très présents en Europe. Il faut soutenir cette filière. Nous avons connu des déboires avec une entreprise qui est Scopelec, qui est actuellement en redressement, où il y a eu déjà des milliers d'emplois, enfin 1 millier d'emplois supprimés, et sans parler du réseau de sous-traitance d'ailleurs qui souffre beaucoup. On a du mal à comprendre ce paradoxe. Vous dites un raccordement, un déploiement de la fibre qui s'accélère ces dernières années, ces derniers mois, donc une filière qui travaille, et en même temps une filière qui va mal. Non mais c'est intéressant, il faut l'expliquer ça pour ceux qui nous regardent. Car les prix sont très bas. Les prris sont très bas et comme on est adossé à un faible marché... Il y a le contexte inflationniste, évidemment, aussi. Oui, vous vouliez réagir. Oui, moi, ce que je pense, je ne suis pas un grand spécialiste de la chose, mais on voit très bien qu'effectivement, on a atteint 80% de l'objectif en 2023, mais souvent, l'effort, il n'est pas linéaire. Les 20 derniers pourcents, vous écrivez un livre, tout très bien, vous faites 80%, vous avez fait 20% du travail et de l'effort. Bon, et là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on a un peu mangé... Ma vision, c'est qu'on a équipé évidemment les zones denses, les villes, et là où finalement il y avait une rentabilité globale pour l'écosystème qui était meilleure. Et les derniers efforts, évidemment, sont plus compliqués, puisqu'il faut creuser les tranchées, aller dans des zones où parfois il y a peu d'habitants. Donc forcément, l'équation économique, au moment où l'inflation arrive, et où il y a aussi une attente très forte aussi des Français pour être équipés en fibre où que l'on soit, et cette perspective-là, ces derniers 20%, le modèle économique me semble ne pas forcément fonctionner complètement et va inciter, je pense, les pouvoirs publics à dire comment on gère cette transition. Est-ce qu'on allonge le délai ? Est-ce qu'on dit finalement le 100% fibre, c'est peut-être pas tout à fait ce qu'il faut ? Est-ce qu'il ne faut pas mettre un peu de 5G, d'autres choses ? Et voilà. Et réinjecter certainement de la part de l'État des fonds pour pouvoir atteindre ce qui est aujourd'hui, vous le disiez, un vrai succès français. Mais il faut aller au bout. Comment le gouvernement répond à ces enjeux, justement, aujourd'hui ? Vous le disiez, inflation, coût de l'énergie, des salaires, des composants, de la matière première. Enfin, il y a plein de choses qui se jouent. Voilà, comment... D'abord, on a une belle écoute. On a un ministre délégué, Jean-Noël Barrot, qui est tout à fait investi sur ces sujets-là. J'étais hier avec Dominique Faure, la secrétaire d'État à la ruralité. Notre gouvernement est tout à fait concerné, impliqué et nous accompagne. C'est aussi une discussion à l'intérieur de la filière. Il y a la partie qui relève du gouvernement. On
déplore la taxation effrénée que nous subissons. Nous avons aussi des choses à régler entre nous. Par exemple, Christelle Hedman, vous citiez notre événement que nous avions organisé à Toulouse, nous a tendu la main à la filière en disant qu'elle allait prendre les choses comme il se devait, et nous avons des beaux signaux pour l'instant. Donc nous attendons aussi que les autres opérateurs en fassent de même. Mais effectivement, c'est une chose qu'on doit régler entre nous, tout en nous projetant sur l'avenir. Et vous aviez raison de signaler que ce que nous allons faire maintenant, c'est le plus difficile. On a énormément de petits sujets qui représentent parfois 1%, 2% de la population, mais qui sont extrêmement coûteux, complexes, et que nous devons régler immédiatement pour capitaliser sur ce succès français qui d'ailleurs s'exporte, parce qu'en Allemagne, en Angleterre, c'est nous qui déployons massivement et principalement les prises chez nos voisins. Donc c'est une belle réussite, il faut continuer dans ce sens. Très rapidement, Hugues Le Maire, est-ce que vous voulez réagir sur cette belle réussite française de la filière très haut débit? Non, j'ai écouté avec beaucoup d'attention et je trouve formidable ce que fait cette filière avec les problématiques que vous avez très bien expliquées. On va terminer avec notre dernier sujet, on termine ce débat, comme promis, avec l'annonce d'OVH Cloud, qui va investir 1 milliard d'euros d'ici à 2025 sur une plateforme de cloud public open source. Le géant du cloud veut faire émerger des alternatives européennes aux Américains, Amazon Web Services, Azure pour Microsoft et Google Cloud. Christophe Holnet, est-ce que c'est trop ambitieux de vouloir créer une alternative pérenne aujourd'hui aux géants américains sur ce segment? Alors, on parle beaucoup de souveraineté depuis et finalement, on a eu beaucoup de nuances, 50 nuances de souveraineté, si je puis dire, entre le cloud pur français, les offres un peu hybrides avec Google, avec Microsoft. Je pense que... Là, on est sur souveraineté européenne, évidemment. Et elle doit être européenne, vous avez raison, de le souligner. Mais moi, ce que je pense, c'est que plutôt que de parler de souveraineté... La réalité, c'est que la souveraineté absolue n'existe pas. Parce que les chipsets, ils ne sont pas fabriqués en Europe. La propriété intellectuelle sur leur design non plus. Donc, de toute façon, on est dans un monde d'interdépendance et on ne peut pas être totalement indépendant. Donc, j'observe une certaine... L'autonomie numérique européenne... Elle n'existe pas, en tout cas pas à court terme. Donc, ce qu'il faut, c'est choisir et maîtriser ces dépendances. C'est-à-dire les assumer, les choisir et les comprendre. Et je trouve qu'il y a une évolution sémantique, là, y compris d'ailleurs dans le dernier projet NumSpot qui a été annoncé, où on dit effectivement, on va choisir des domaines sur lesquels on décide, par exemple la santé, la défense, d'avoir une approche un peu plus fermée, quitte à faire des compromis sur un certain nombre de choses que les hyperscalers offrent et qu'aujourd'hui l'Europe ne peut pas offrir, tout en continuant à soutenir une filière qui doit être non seulement française, mais vous l'avez raison de le souligner, la souveraineté, enfin disons, une certaine forme d'autonomie numérique ne peut être que européenne. Et de ce point de vue, OVH peut être un fer de lance parce qu'il a déjà atteint une taille significative et il faut continuer à investir. Et comme toujours, dans ce monde du numérique, c'est pas seulement la qualité de la plateforme, mais c'est l'écosystème autour. C'est-à-dire quels sont les éditeurs logiciels, les gens qui vont fournir des briques d'intelligence artificielle, d'opérations, de cybersécurité, qui vont permettre d'avoir des offres de bout en bout qui vont être à la hauteur, à terme, de ce que peuvent offrir les acteurs américains. Mais c'est un long chemin, et je pense qu'il faut avoir une approche réaliste par rapport à ça, et de ce point de vue, cette annonce va dans le bon sens. Philippe Legrand, est-ce que oui, l'enjeu, c'est de choisir son combat, comme disait Christophe Holnet? J'aimerais aussi vous poser la question, on se demande, en tout cas, c'est Michel Paulin, directeur général d'OVH Cloud, qui appelle la France et l'Europe à se réveiller. Il y a cette question-là de est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises sont plus audacieuses, plus ambitieuses que les gouvernements sur certaines questions, notamment sur cette question du numérique? Je confirme que Michel Paulin est audacieux et ambitieux, et il a bien sûr tout le respect du secteur. Je suis d'accord avec le fait de dire qu'il faut prioriser ces combats. Maintenant, l'ambition, il ne faut pas revenir dessus. Effectivement, cette souveraineté, elle ne peut pas se décliner uniquement au niveau national. Il y a des efforts depuis des années maintenant pour faire émerger des licornes françaises. Je suis d'accord sur l'idée de l'écosystème d'ailleurs. On ne réussit jamais seul. Y compris OVH ne réussira jamais seul. Il faut un environnement autour pour que la panoplie de services se développe. Mais c'est aussi une question de valeur et de société. Et je pense que le projet que porte OVH, il est tout à fait respectueux des valeurs de la République et peut-être d'une certaine, si ce n'est souveraineté, indépendance ou autonomie à minima. Il me semble important de donner tous les moyens à OVH pour qu'il réussisse ce pari. On a besoin d'acteurs. Les acteurs, les géants du numérique peuvent naître en France. Nous avons la capacité, on vient d'avoir un témoignage sur l'intelligence artificielle qui était tout à fait intéressant et illustrant également. Je veux vous dire que OVH a
tout le soutien de la filière et qu'il faut encourager cette dynamique. Il faut aller jusqu'au bout de l'ambition. Alors, certes, avec un certain pragmatisme, avec des étapes, certainement en priorisant les secteurs sur lesquels les sujets stratégiques sont les plus sensibles, mais pour autant, et tout en développant, bien entendu, l'écosystème qui environne cela. Mais ce projet doit être soutenu, il doit être soutenu massivement. Il ne faut pas hésiter, parce que les Américains ne se privent pas de subventionner leur économie pour venir après conquérir nos marchés. Donc, aidons OVH. Très rapidement sur ce décalage entre aujourd'hui les entreprises et les gouvernements. Il ne faut pas oublier la logique économique. Ne refaisons pas un plan calcul, quant, ou même d'autres catastrophes qui ont coûté beaucoup d'argent à l'État. Je pense qu'effectivement, on peut subventionner. Vous avez raison. On est dans une guerre économique. Mais on peut peser que si l'on est au niveau européen, peser par la régulation de l'accès à notre marché qui est important, la mise en place du DSA et du DMA qui sont des garanties d'interopérabilité qui permettent de limiter cette dépendance. Bon, il y a tout un tas de choses à faire qu'on doit faire au niveau européen. Et quand on subventionne les acteurs, il ne faut pas oublier que ce sont les acteurs économiques qui doivent aussi faire leur preuve d'un point de vue business, ne pas juste être financés par l'argent public. C'est par l'Europe que ça passera. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir débattu aujourd'hui dans Smart Tech. Philippe Legrand, je rappelle, vous êtes le président d'Infranim, Christophe Holnet, Senior Advisor chez Apax Partners. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir débattu avec nous. Merci Hugues Lemaire d'être resté également pendant ce débat. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite pour le rendez-vous du week-end. On parlera, comme promis, d'addiction aux écrans. À tout de suite.